Et nous allons commencer cette émission parce qu'a dit Gaël Monfils. Hier, c'était son dernier match, 19 Roland-Garros, il a 39 ans. Dernier match à Roland-Garros, il continuera encore. Et il a parlé de son épouse. Il était minuit, il a perdu le 5e set. Et ce qu'il a dit est tellement beau, tout simplement, qu'on a dit on va commencer cette émission avec sa déclaration. Gaël Monfils. Normalement, tu parles français, Elina. Donc là, je vais remercier Elina. Je voudrais remercier ma femme, parce que sans elle, je serais peut-être pas encore là ce soir. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, 8 belles années. Tu m'as accompagné, mais je parle pas Elina Svitolina, je parle Elina la femme, la vraie femme, ma femme, qui est là dans toutes les instances, dans tous les moments, qui a toujours su me soutenir en tant qu'homme, pas en tant que tennisman, qui a toujours été là dans mes doutes, qui a toujours su me relever, su m'encourager, su m'aimer et surtout m'a donné le plus beau cadeau au monde avec notre fille. Je t'aime. Rien à dire, Gérard? Non, c'est magnifique. Il y a deux choses belles. Il y a ce que disait Charlotte sur le pèlerinage, qui amène la joie. Jésus, que la joie demeure. Et puis, mon fils, c'est formidable de voir une fin de carrière et les mots émouvants qu'il dit, et son hommage à sa femme. Bon, hier, on était avec Laurent Alexandre qui dit qu'on va vivre 1000 ans, donc on pourra aussi partager la vie de celle ou de celui. Ça ne changera pas grand-chose à nos questions. Ah si la finitude. Non, 1000 ans, on aura un peu plus de temps pour voir venir, mais à la fin, la question se posera de la même manière. Mais si on reste, on restera pas simplement 8 ans ou avec son compagnon ou sa compagne. Si on peut vivre 1000 ans, on restera peut-être. Il va falloir bien la choisir. 300 ans de mariage. 952 ans. C'est les noces de quoi, les 300 ans de mariage? C'est un monde nouveau qui arrive et ce monde nouveau, on va l'explorer. Mais il y a une histoire d'amour qui est très belle, mais il y a aussi une carrière de tennis absolument exceptionnelle qu'il faut saluer. Moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit ce matin, c'est celui de gratitude. Quand on voit le palmarès de Gaël Monfils, il faut quand même rappeler que c'est le joueur français qui a gagné le plus de matchs en Master 1000 de l'histoire du sport moderne. 35 finales, des demi-finales, des 3 finales en Master 1000. Alors oui, il n'a jamais gagné de Grand Chelem, il n'en gagnera jamais. Maintenant, il faut quand même réaliser la difficulté que ça a été de jouer à une époque où la génération qui dominait, c'était Nadal, Federer, Djokovic. Évidemment. Bon, c'est le dernier des 4 mousquetaires français, il faut juste lui dire merci. Évidemment. Bah écoutez, il va encore, il finit la saison. Il jouera à Paris. Il finira à Paris-Bercy. Exactement. La vague de chaleur et les températures records, vague exceptionnelle. Et on va être avec Patrick Marlière, météorologue, qui doit être connecté dans quelques instants. Mais je vous propose de voir le sujet de Valentin. Bonjour, monsieur Marlière. C'est toujours intéressant d'avoir... Ce qui nous intéresse ce matin, c'est les statistiques. Puisque manifestement, nous sommes en dehors des statistiques avec cette vague de chaleur et ces températures records. Mais voyons le sujet de Valentin Rouillant sur la canicule. On peut désormais parler de canicule, épisode de chaleur inédit qui s'est installé partout en France. Exemple à Nantes, jusqu'à 35 degrés et des habitants qui s'inquiètent. Les températures élevées pourraient s'installer durablement. On était en pull la semaine dernière et puis on se retrouve en short, t-shirt, crème solaire, etc. Donc c'est vrai que ça change. Comment ça va être? Est-ce que ça va empirer? Ou est-ce que ça va rester comme ça? Je sais pas trop. La nature se révolte quelque part. À Paris, le thermomètre affiche jusqu'à 34 degrés. Mais cela ne repousse pas les nombreux sportifs qui continuent de s'entraîner en extérieur. C'est clair qu'il faut être vigilant. Mais après, au début c'était dur pour le trajet, mais après tout va bien. Dès qu'on est ici, ça va. Faut faire ça avec prudence. Faut faire ça avec parcimonie, comme on dit. Pour ce coach sportif en pleine séance, il est essentiel d'adopter les bons réflexes. Donc c'est les 2 litres par jour d'eau, c'est se réveiller avec le verre d'eau, donc ils sont jamais en hypothermie. Et puis il y a toujours après la méthode d'échauffement qui permet de faire monter doucement la température du corps, progressivement, parce que c'est ça aussi le danger, c'est de passer trop vite de 0 à 100. Dimanche, le ministère de la Santé et celui des Sports ont appelé à la plus grande vigilance et à la prudence dans la pratique sportive avec ces fortes chaleurs.
Et c'est vrai que c'est le monde à l'envers, puisqu'il y a 32 degrés aujourd'hui à Brest et 26 degrés simplement à Monaco. L'explication vient vent de sud en Méditerranée et sur la France, c'est la masse d'air venant de la mer qui apporte un peu plus de fraîcheur. Alors, ce qui nous intéresse, monsieur Marlière, ce matin, vous êtes météorologue, je disais, c'est les statistiques. D'abord, les relevés existent depuis combien de temps ? Alors, le nombre de stations météo qui mesurent les paramètres que l'on évoque, aujourd'hui, il y en a à peu près 1600 en France. La majorité des plus anciens postes météo viennent juste après la Seconde Guerre mondiale, 1945, 1947, 1945 pour Lille par exemple, 1947 pour Brest. C'est à partir de là qu'il y a eu l'essor des aéroports, des aérodromes et l'essor aussi bien sûr de l'implication des stations météorologiques. Et donc c'est par rapport à ces données météo qu'on fait des statistiques. Si on regarde, et on l'avait évoqué une fois avec vous sur votre plateau, vous aimez bien comparer des statistiques, des chiffres qui parlent, eh bien, avant les années 2000, on avait en moyenne, sur l'ensemble de la France, 7 jours avec des températures à plus de 30 degrés. Entre 2000 et 2020, ce chiffre est passé à 14. En 2025, ce chiffre est passé à 18. Et cette année, c'est la première fois qu'au mois de mai, depuis 1945, qu'on dépasse les 30 degrés à Brest. Alors là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il n'y a pas besoin de qualifier l'événement. C'est vrai que c'est exceptionnel à la fois par les valeurs qui ont été atteintes hier et c'est exceptionnel de par la durée de ce dôme de chaleur qui s'est installé. En soi, ce dôme de chaleur, lui, n'a rien d'exceptionnel. Des phénomènes que l'on observe de façon régulière avec un anticyclone qui s'installe sur notre pays. Pour autant, de façon aussi puissante au mois de mai, là, c'est rare et effectivement, c'est la durée de cet événement car les fortes chaleurs résistent à tout ce qui se passe sur l'Atlantique. Résultat, eh bien, on conserve cet épisode de forte chaleur au moins jusqu'à dimanche. Au moins jusqu'à dimanche, c'est important de le préciser. Il y avait 0 jour. Alors avant 1945, il y avait 0 jour avec 30 degrés en mai depuis l'ouverture de la station météo, par exemple à Brest. Vous en parliez, 0 jour. Et là, manifestement, il y en a plusieurs. Sur Paris, alors il y a eu des vagues de chaleur comparables sur Paris. J'ai lu, alors on faut se méfier parce que c'est toujours des sujets qui sont inflammables sur les réseaux sociaux, mais en 1922, 1947, il y a eu des pics de chaleur très importants sur la capitale. Oui, on a déjà eu des pics de chaleur sur la capitale. Mais je veux dire, de durée moins importante. Et puis, ce qui est référence, 1922 et tout ça, je veux dire, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a fait de façon cohérente, l'Organisation mondiale de la météo, un plan des stations météo de façon comparable, quel que soit l'endroit de la planète. Pour pouvoir comparer une température aujourd'hui à Paris, à Brest, mais aussi à Moscou, à New York, à Sydney, il faut que les mesures soient faites dans les mêmes conditions. En 1922, je ne suis pas sûr que les postes météo, vous savez, si vous mettez votre thermomètre dehors sur votre mur, vous n'allez pas mesurer la même température que dans une station météorologique. Donc il y a des références, des choses bien particulières à indiquer pour pouvoir comparer et faire cette statistique. Alors oui, on a déjà eu en 1922, en 1947, des épisodes de chaleur de courte durée, mais là cet épisode est spectaculaire et surtout il nous fait craindre la suite. C'est-à-dire que derrière ce type d'événement, souvent après ces épisodes de forte chaleur, on a des orages. Et on l'a vu récemment, les orages sont particulièrement vigilants, des chutes de grêle comme on n'avait jamais vu. Et les deux sont associés au dérèglement climatique qui ne crée pas ces événements, mais qui les amplifie. Et là, on est face à ces événements actuellement au mois de mai, ce qui est exceptionnel. C'est d'habitude au mois de juin qu'on a ce type de phénomène et ça pourrait durer donc une grande partie de l'été avec un yo-yo des températures et des phénomènes. Voilà, la situation météo devient très complexe à surveiller pour les météorologues professionnels aussi. Et bien voilà qui est dit, bien dit, Patrick Marlière, vous êtes météorologue et factuellement, il faut être précis et vous l'avez dit. Merci beaucoup, cher monsieur. Comment faut-il s'habiller ? Alors sauf si vous avez un commentaire à faire sur... Comment faut-il s'habiller ? Comment faut-il s'habiller ? Ça c'est un vrai sujet. Oui, mais j'ai bien compris. Mais sur... voilà. nous aider. Par exemple, on est en short, on ne le voit pas, mais... Non mais ce qui est intéressant, c'est combien la météo devient parfois, ou le climat devient un thème de conflit. Ça vous panique pas ? Si, ça peut être... La météo, ça va et ça vient. Oui, mais oui, mais quand on est dans les écoles, quand même des non, mais on a toujours eu des pics de chaleur.
Moi, je me souviens, vous vous souvenez, 76, la canicule, etc. Donc voilà, il faut relativiser tout ça. Oui, il faut relativiser, mais là, non. Il faut prendre des dispositions. Il faut prendre conscience du changement climatique qui existe, cher. Il y a un réchauffement climatique, mais bon, ça durera ce que ça durera. Il y a quand même des professions, c'est plus dur à relativiser que... Moi, ça m'inquiète pas, franchement. On est dans des locaux vétustes. C'est-à-dire que le problème, c'est que... Ça vous inquiète, vous, franchement? Moi, je ne sais pas si ça m'inquiète ou pas, mais rien ne vous inquiète, vous. C'est ça qui est ennuyeux, parce que depuis 50 ans, rien ne vous inquiète jamais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en plus. Vous avez remarqué ? C'est pour ça que ça me maintient en forme. Oui, bien sûr. Vous avez parfaitement raison, rien ne vous inquiète. Non, il peut y avoir quand même quelques changements, on pense aux agriculteurs. Oui, mais de là à prendre des mesures radicales, les ZFE, ceci, cela, c'est là la responsabilité politique, vous voyez. Quand même relativiser les choses, même s'il faut les prendre en compte. Le sujet que vous posez est intéressant. Est-ce qu'il faut changer nos habitudes parce que il y a des pics ou des records de chaleur plus importants? On est passé de 2 à 12, ce que disait M. Marlière, par exemple. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il faut installer la clim, par exemple? Vous avez vu que la clim est un sujet politique, ça fait un débat politique. Oui. D'abord, est-ce que vous aimez, vous, la clim? Pas tellement, mais en même temps, ce ne serait pas supportable si on n'avait pas la clim sur ce plateau, par exemple. Oui, sans doute. C'est vrai que vous avez raison, on a de la chance de pouvoir faire cette émission. Effectivement, on est privilégiés. Vous avez raison. Dans les classes, sans doute, faut-il imaginer la climatisation. Alors, comment s'habiller? Parce que c'est un sujet important. Alors, les femmes ne se posent pas ce problème. Mais les hommes, hier, il y avait dans notre maison quelqu'un qui était en Bermuda. Et on a pu échanger ensemble. Bon, j'adore. C'est un sujet. Non, mais oui, parce que je disais à Gérard Carrérou, il y a une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, où Patrick Lelay, lorsqu'il était à TF1, aurait croisé quelqu'un dans l'ascenseur, s'il y a 20 ou 25 ans, qui était en short ou en Bermuda, et il lui aurait dit, écoutez, je vous demande de rentrer chez vous parce qu'on n'est pas en vacances. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'époque était différente. Elle était plus stricte il y a 30 ans. Personne ne serait venu en Bermuda, je pense. Mais voyez ce sujet de Mathilde Ibanez, et que dit surtout le Code du travail? Avec une chaleur écrasante, difficile de rester chic en costume cravate ou en tailleur bien ajusté. À Paris, le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 34 degrés. Dans ces conditions, travailler peut vite tourner au parcours du combattant, surtout quand la tenue colle plus qu'elle ne respire. Alors, certains troquent la veste pour des vêtements plus légers. Je pense que je mettrai un polo à un moment donné et je mettrai plus de veste. Là, je mets pas de veste, et puis aujourd'hui, j'ai tenté les mocassins sans chaussettes. Pantalon léger, je fais attention à pas mettre de short. Si beaucoup évitent encore le short, le bermuda, les tongs ou le débardeur, que prévoit le Code du travail? Et surtout, avez-vous le droit de venir travailler version été pendant ces pics de chaleur? En principe, le droit de se vêtir comme il l'entend est une liberté individuelle du salarié. Il pourrait donc tout à fait choisir de venir au travail avec un short plutôt qu'un pantalon. Néanmoins, la liberté de se vêtir n'est pas une liberté fondamentale et l'employeur peut prévoir des restrictions, notamment pour garantir l'image de l'entreprise. Autrement dit, dans certains secteurs, le short reste encore plus difficile à faire accepter qu'un vendredi en télétravail. Mais face aux fortes chaleurs, certaines entreprises commencent à desserrer la cravate avec des casual Fridays ou des tenues plus légères désormais tolérées. Une chose est sûre, cet été encore, entre élégance professionnelle et survie thermique, le débat s'annonce particulièrement chaud. Là encore, on peut appliquer la grille de lecture générationnelle. Les gens de 25 ans ne voient pas les choses comme les gens qui en ont 60, Charlotte Dornelas. Après, ils ont vraiment les mêmes températures. Enfin, je veux dire, ils sont préparés de la chaleur. Non, mais je ferai le lien entre le vendredi, le casual Friday, là, comme on dit. C'est pas le même débat. Le vendredi, on s'habille comme on veut. C'est genre le vendredi, on est déjà un peu en week-end. Alors que là, s'adapter aux fortes chaleurs, non, ça me fait rire parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être capables d'aller devant les prud'hommes parce que selon le droit du travail, en fait, on m'avait dit oui le short, mais en fait non, mais peut-être. Bon voilà, à chaque nouveauté, c'est polémique, c'est bien. Vous vous rappelez quand c'était Bruno Le Maire, je crois, avait décidé de ne plus porter de cravate quand il était au gouvernement pour inciter justement les Français à enlever les cravates, à avoir un peu... C'était un acte politique. Alors, Darmanin, c'était pour d'autres raisons, mais là, c'était à l'époque d'une canicule déjà. Ah oui. Donc ça devient évidemment un sujet politique. Je pense qu'il faut faire appel au bon sens. Et dans la plupart des entreprises, la climatisation permet quand même de s'habiller convenablement. Il avait aussi invité à mettre... Joachim Le Floch, il avait aussi invité à mettre un col roulé à l'hiver. Oui. Un long passif sur... Oui, on les remercie pour leurs conseils.
L'essentiel, c'est qu'on les remercie vraiment pour leurs conseils. On est content d'avoir... Jean-Marc Jancovici, qui intervient régulièrement sur ces questions, je vous propose de l'écouter. Il a pris la parole. On a perdu une partie de la bataille parce que le climat, enfin ou plus exactement le changement climatique est un processus avec énormément d'inertie. Alors on l'a pas perdu au sens où tout est foutu et on ne peut plus rien faire. Par contre, l'idée que le jour où on commence à agir, on va voir instantanément l'évolution s'inverser ou les conséquences désagréables disparaître, ça malheureusement c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Après qu'on ait commencé à baisser les émissions, il faut attendre quelques décennies avant de voir la température éventuellement se stabiliser. Ça dépend de la vitesse à laquelle on les baisse. Il y a des scénarios dans lesquels la température ne baisse pas du tout. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de conséquences qui ne sont pas nécessairement proportionnelles à l'élévation de température. Un parallèle que je prends souvent, c'est votre propre corps. Si votre température augmente de 1 degré, votre température interne, ça vous empêche à peine de faire votre métier. Si votre température interne augmente de 5 degrés, ça ne vous empêche pas 5 fois de faire votre métier un jour, vous êtes mort. La question, parce que je sais que ces sujets sont très polémiques, il faut toujours penser à la France et à ses intérêts. Donc, si la France prend des décisions qui vont contre ses intérêts, alors que la Chine, l'Inde, etc., ne prennent aucune nouvelle décision, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour la France. Voilà. Alors, au nom de la morale, M. Jancovici, par exemple, au nom de la morale, c'était l'homme qui proposait 4 voyages dans une vie en avion. Bon. Je ne vois pas déjà comment des compagnies d'aviation pourraient continuer d'exister si nous n'avions chacun que 4 voyages dans une vie. Mais bon, mettons cela de côté. Mais si on prend des décisions et qu'on est les seuls à les prendre, alors que le monde entier ne les prend pas, c'est nous que nous pénalisons. Et ce débat-là, il faut l'avoir. Ça me semble, ce que vous dites me semble moins polémique qu'assez rationnel. Je veux bien qu'il y ait des gens qui répondent à cette assertion. Sauf que la morale, sur ce sujet... la morale changera pas le climat. Si je la morale, elle est très forte sur ce sujet. C'est un des sujets sur lesquels, je veux dire, l'homme... Quelle est la part de l'homme sur ce changement climatique ou ce dérèglement climatique que personne ne peut nier? Et la part de la France aussi. Quelle est 1% des émissions de CO2 mondiales. Quelle est la part de l'homme? Mais quelle est la part de l'homme? Et ensuite, que faire d'intelligent si cette part de l'homme est avérée? C'est des questions qu'on devrait pouvoir se poser calmement quand même. C'est incroyable. Oui, je sais bien qu'on ne peut pas, parce qu'en plus, parfois, effectivement, il y en a qui ont bien compris qu'en enfourchant ce sujet-là, ce sont des anticapitalistes et ils veulent changer le modèle capitaliste et ils prennent le cheval du dérèglement climatique. Nous le savons, vous le savez, mais en même temps, il faut prendre en compte ce dérèglement climatique qui, dans nos vies, a une influence. C'est indiscutable. Oui, bien sûr, vous évoquez les agriculteurs, évidemment, ça a des conséquences dans certains métiers. Mais il faut s'adapter, ça, personne ne le nie. Il y a justement 2 bémols. Les agriculteurs, quand même, quand vous entendez certains témoignages, il y a de quoi être inquiet. C'est-à-dire que vous avez des agriculteurs qui disent des choses quand même qui doivent susciter, à mon avis, notre attention. Après, vous dites que la France ne peut pas agir seule. Et vous rappeliez qu'on avait une faible part dans les émissions à l'échelle mondiale. C'est vrai, mais aussi parce qu'on a externalisé notre pollution. On ne fabrique plus en France, on importe d'autres pays qui, eux, en effet, polluent. On n'a pas non plus aucune incidence sur la pollution sans mondiale. Parce qu'on a l'électricité la plus décarbonée. Gérard Carrérou, la position américaine. Trump est un est un climato-sceptique XXL. Oui, on peut dire donc ça. Lui, qu'est-ce qu'il dit, Trump? Il dit, ça n'existe pas, je m'en fiche. Laissons faire les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce que pensent la plupart des Américains. Moi, je n'ai jamais entendu ce type de débat sur y a-t-il une morale ou une sorte d'exemplarité à suivre. Vous ne l'avez pas en Amérique. Ça, c'est une histoire de Français, ça. Enfin, de Français ou peut-être d'Européens. Non, mais c'est vrai. Vous m'étonnez quand même. Mais écoutez... Ce débat n'existe pas aux Mais en États-Unis. Chine, est-ce qu'il existe en Chine? Aucun des grands empires, aucun des grands empires qui aujourd'hui sont en train de reprendre le contrôle de la planète ne se pose ce type de problème. Mais c'est pas une raison. Vous voyez, justement, c'est pas une raison. La Chine développe son parc éolien, la Chine investit dans le nucléaire aussi, donc ça les intéresse aussi. Vous avez dit quelque chose qui m'a un peu surpris. Vous avez dit la part de l'homme. Que personne ne peut nier, vous avez dit. Non, alors je me suis mal exprimé. J'ai dit manifestement le dérèglement climatique, c'est factuel. Les records de température au mois de mai, c'est l'activité humaine, la part de l'activité humaine dans cette responsabilité-là. Vous avez dit personne ne peut la nier. Moi je vous dis non.
Non, mais je ne crois pas avoir dit ça. Je crois qu'elle existe. Mais à quelle hauteur? Je n'en sais rien. Moi, j'entends. Et je suis d'une méfiance XXL sur ces sujets-là parce que je vois chez certains une volonté d'instrumentaliser cela à des fins politiques. Et vous avez beaucoup de scientifiques qui n'ont pas cette opinion. Oui, mais... Il ne faut pas jeter l'anathème sur ceux qui réfléchissent un peu autrement. Voilà. On a l'impression qu'on devient un criminel contre l'existence humaine, de dire mais peut-être que c'est pas autant prononcé que ça. Mais dans le monde de l'éducation, de l'enseignement, nos enfants, nos petits-enfants, ont été bassinés, si j'ose dire, par cet exemple de la morale. Il faut être un bon citoyen, et pour être un bon citoyen, il faut faire ça. Et ça, on les a bassinés. Tous les enfants français ont été bassinés dans l'éducation nationale aujourd'hui. C'est vrai que... En écologie dans les établissements. On leur fait faire des choses que faisaient nos grands-parents très naturellement, par ailleurs. C'est pas une religion, mais manifestement, il y a un consensus scientifique sur ces sujets. D'abord du dérèglement climatique et de la part de l'homme. Il y a un consensus scientifique, cher... Je ne vous suis pas. Vous ne me suivez pas. J'ai le droit. Vous ne suiviez pas. Pas le sujet. Je rapporte là. Voilà. Le GIEC, on ne va pas aborder ce débat à nouveau sur le GIEC qui compose le GIEC. Il y a très peu de scientifiques. Je connais ce débat. Bon, je rapporte simplement les faits et je ne veux pas aller plus en avant parce que ça ne sert à rien. En revanche, ce qui sert, c'est la météo. Ce qui sert, non, c'est la pause. Alors, on va parler de la boule. Ce qui sert, c'est la pause. Oui. Ah oui, oui, ça sert, c'est important. On va parler de la boule. Ah. La boule les pins. Là oui, la boule les pins, mais les pins, on les a dans la figure maintenant. À la boule, c'est la boule les pins dans la figure. Parce que effectivement, ce qui se passe est assez étonnant pour ceux qui connaissent la boule. Franck Louvrier était tout à l'heure avec Romain Desarbes et il nous dira ce qui se passe précisément avec des débordements qu'il n'y avait pas dans cette cité tranquille jadis.